Je pense que ça fait bientôt 10 ans que le président Talon est à la tête de notre État. Et je pense que vous avez eu tout le temps la chance de voir un peu le mode de fonctionnement du monsieur. C'est quelqu'un qui ne reste pas dans les futilités. Le futile, c'est pas son truc en fait. D'accord? Il y a tellement à faire aujourd'hui au Bénin que aujourd'hui il laisse peu de place. D'accord? Et je suis très bien placé pour vous le dire. Il laisse peu de place aux futiles. D'accord? Il y a tellement à faire. Vous pensez que 10 usines de la Sonapra... Oui, monsieur Gilo. Vous pensez que 10 usines de la Sonapra qui valent des centaines de milliards, pour vous, c'est de la futilité pour vous? Et ces usines-là, si on l'a vendu au bon prix, on aurait pu régler énormément de problèmes chez nous. Et vous pensez que c'est quand même de la futilité, du secondaire pour vous? C'est ce que je comprends. Jules, vous avez... Monsieur Jules, vraiment, je suis désolé. Non, monsieur Kialine. Monsieur Kialine. Vous pouvez permettre d'aller prendre un avion pour aller enlever quelqu'un qui a fait une publication dans un autre pays. Monsieur Kialine, juste un instant. Oui, monsieur Kialine, s'il vous plaît. En tant que modérateur, moi, je peux poser les questions. Donc, vous avez votre temps de parole, vous attendez, vous serez patient. Julo, je vais te donner un élément pour répondre à M. Jules. Mais ils ont amené tous les dossiers au niveau du cours arbitral de Luanda. Le monsieur a gagné tout. Mais qu'est-ce que vous avez au fait? Le gars, il a gagné tous les procès. Ou bien il a encore partagé l'argent à ces gens-là. Mais vous ne dites pas ça, vous l'accusez pour rien. Mais je ne comprends pas, Jules. Vous parlez de quel procès? Tous les procès, tous les... Non, ces procès, monsieur le guide, ces procès ne concernent pas, ça ne concerne pas l'acquisition des usines de la Sonapra. Ça concerne les contrats, les procès au niveau de la cour arbitrale. Ça concerne les contrats. Sans parler de ça, on vole la chose au public, tu ne peux rien dire sur ça. Simplement parce que les autres ne voient pas ça comme ça, ils n'ont pas les mêmes yeux que nous. Alors c'est un peu dégoûtant, ça laisse à désirer quand on voit les comportements de certaines personnes qui se figent ici en défenseurs, alors que ce qui se passe dans le pays, c'est pire. Il s'agit de la vie des gens, de la vie. Je dis bien la vie. Ça, c'est la limite. Si la vie de quelqu'un n'a pas une importance pour vous, alors qu'est-ce qui a une importance alors? C'est le fait de dire que Patrice Talon a volé l'argent? Mais ici, il a fait. Et on parle de ça, et puis ça tant mieux pour le reste. Il n'a qu'à démontrer qu'il n'a pas fait ça. Il n'a qu'à nous démontrer qu'il a acheté les usines. Quand on dit qu'il a pris les usines, les biens de tout le patrimoine du Bénin, il n'a qu'à nous prouver. Non, j'ai acheté ça légalement. Je l'ai acheté à 1000 milliards. Il n'a qu'à nous dire, c'est sorti les papiers. On lui parle de PVI, qui est au port. Vous pensez que c'est normal ça là? Et que tout le monde se taise, alors que c'est la seule économie que le Bénin a. Et en plus de ça, maintenant, les nouvelles sociétés qu'on crée, on dit que c'est des gens qui ne paient pas les impôts. Mais... Monsieur Ahovi, d'abord bonsoir. Je pense que vous êtes allé un peu dans la désinformation ce soir quand je vous écoute. Et ça ne fait pas élégant. Surtout que quand je vous écoute, je pense que vous devrez... c'est sûr que vous êtes d'un certain âge. Et quand j'entends... déjà, quand vous dites que il fallait pas plébisciter le président Talon et que au pire on aurait dû prendre Monsieur Zinsou parce que le président Talon il fait partie de la bourgeoisie et donc Monsieur Zinsou serait meilleur. Moi, ma première question est celle-ci. Monsieur Zinsou ne fait-il pas partie de la bourgeoisie? Quand on veut parler de désinformation, il faut bien qu'il y ait information. Vous savez, en l'absence de version officielle, en l'absence de vérité, en l'absence des institutions de contre-pouvoir dans un régime, il ne reste que notre voix, la voix du peuple, celle que vous appelez désinformation. Nous, on n'a pas demandé à quelqu'un de ranger son régime ou sa gestion sous le vocable de normocommunication qui en réalité est une mise sous silence, un bâillonnement en fait du peuple.
Alors, quand vous bâillonnez le peuple, vous ne pouvez pas bâillonner tous les individus qui composent le peuple. Il y en a qui seront têtus, qui vont parler, qui vont dire ce qu'ils savent, ce qu'ils soupçonnent même. Si vous avez refusé de nous informer, donc c'est vous qui êtes en train de créer la désinformation. C'est vous-même qui êtes instigateur de la désinformation. C'est vous qui menez la politique de la désinformation parce que vous ne voulez pas dire les choses telles qu'elles sont. Et il nous revient à nous d'utiliser notre jugeote pour voir ce qui se passe. Apprécié par nous-mêmes, parce que vous avez parlé de débat de rue, et que vous voulez des choses sérieuses et que les gens sont intelligents. Nous voulons parler de notre intelligence. On a mis un mécanisme en place pour siphonner les fonds de l'État. C'est-à-dire quoi? On a mis des structures en place qui sont des structures privées, qui sont censées payer le salaire des gens qui travaillent et sans payer l'impôt, mais on les a exonérés d'impôts. Quand vous enlevez les impôts et le salaire à une entreprise, à un capitaliste, c'est fini, il ne leur reste plus de charges. Tout le reste là, même les produits matières premières que cette zone utilise, vous avez vu comment ça, on leur procure ça. On va piller les pauvres paysans, on va les piller, on les tire dessus, même pratiquement, pour prendre leurs produits. Donc vous voyez, donc vous avez comprendre que on a mis un cadre légal pour mieux siphonner. Et c'est très organisé. Et l'argent qu'on siphonne, c'est-à-dire le surenrichissement, si je peux m'exprimer ainsi, le surenrichissement qu'on leur fait, ils utilisent ça encore pour réinvestir maintenant sous forme de prêt dans notre pays. Et nous, on sera là, on est tenu par ces trucs-là pendant 50 ans. Parce que j'ai entendu quelqu'un... Avec l'émotion, ok, j'avais accepté. Ok, monsieur Arobida, est-ce que je ne sais pas si vous avez d'autres éléments à ajouter? Merci, monsieur. Oui, maintenant, je vais juste dire que les personnes, les vis-à-vis qu'on a en face, ils laissent, si vous voulez bien, les trucs qui sont négligeables, qui n'ont aucune importance, ils tiennent à ça. Et ce qui est réel, ce qui est plus important, on laisse ça de côté. Quand on parle de quelqu'un a dit quelque chose dans un journal, ça c'est minimum. S'il a dit quelque chose qui ne va pas, vous exigez à ce qu'il fasse une correction publique. Donc il réécrit dans le journal que telle affaire s'est passée de telle manière et qu'il s'excuse pour telle personne. Et puis c'est passé, ce n'est pas une affaire de prison. Mais les trucs qui sont les plus importants, hein, et on ne parle pas de ça. Et quand on parle de ça, on essaie encore de dédommager les gens qui commettent ces grandes erreurs ou des gens qui volent. On nous vole au Bénin, mais tu ne peux pas parler de ça. On vole la chose au public, tu ne peux rien dire sur ça. Simplement parce que les autres ne voient pas ça comme ça, ils n'ont pas les mêmes yeux que nous. Alors c'est un peu dégoûtant, ça laisse à désirer quand on voit les comportements de certaines personnes qui se figent ici en défenseurs, alors que ce qui se passe dans le pays, c'est pire. Il s'agit de la vie des gens, de la vie, je dis bien la vie. Ça, c'est la limite. Si la vie de quelqu'un n'a pas une importance pour vous, alors qu'est-ce qui a une importance alors? C'est le fait de dire que Patrice Talon a volé l'argent, mais ici, il a fait. Et on parle de ça, et puis ça tant mieux pour le reste. Il n'a qu'à démontrer qu'il n'a pas fait ça. Il n'a qu'à nous démontrer qu'il a acheté les usines. Quand on dit qu'il a pris les usines, les biens de tout le patrimoine du Bénin, il n'a qu'à nous prouver. Non, j'ai acheté ça légalement. Je l'ai acheté à 1000 milliards. Il n'a qu'à nous dire, c'est sorti les papiers. On lui parle de PVI, qui est au port. Vous pensez que c'est normal ça là? Et que tout le monde se taise? Alors que c'est la seule économie que le Bénin a. Et en plus de ça, maintenant, les nouvelles sociétés qu'on crée, on dit que c'est des gens qui ne paient pas les impôts. Mais par contre, on passe dans les quartiers, même à pied, pour demander aux gens de payer, parce que si ils vous enregistrent, c'est pour vous demander de payer après. On fait ça là, on augmente les prix, tout est cher au Bénin. On empêche les paysans à vendre leurs produits. Et ça ne vous gêne pas. Les gens, ils font cette gangsterisme même d'ailleurs. Ce n'est pas un truc très facile ce qu'ils font là. C'est
Ils le font devant tout le monde. Une exagération excédée, si vous me permettez de le dire. Ce n'est même pas faire raffiner, quoi. On fait ça devant tout le monde. Et après, on vous dit, est-ce que c'est votre chose? Si, c'est bien autre chose. Alors, ça, par rapport à celui qui a écrit quelque chose, c'est minimum ce que le monsieur a écrit. Ou même ce que nous disons ici. Ce n'est rien. Ce n'est pas des trucs pour lesquels il faut pourchasser les gens. Absolument pas. On est en train de dénoncer la dénonciation. Les critiques, c'est notre droit. C'est un droit constitutionnel. Et donc, si vous ne voulez pas user de ce pouvoir, laissez les autres qui en ont des ayants droit. C'est nous qui payons. C'est nous qui payons. Peut-être que les gens comme M. le guide, ils sont acceptés dans le système. Peut-être que lui, il paraît que l'église de Boko, là, ils ont le courant gratuit, ils ne paient pas le courant. Si vous êtes pareil, et ils ont mis des climatisations partout, et ils ne paient rien. Si vous faites partie de ceux qui ne paient rien, mais laissez-nous, nous on paie tout. Comprenez ça. Nous on paie l'eau. On paie le courant qu'on n'en a même pas, parce qu'on ne fait que couper. L'eau même c'est pareil. Hein, vous n'avez pas de l'eau dans la maison pendant toute la journée, et c'est quand vous dormez qu'on ouvre l'eau. Mais on vous a mis le compteur. Et ainsi de suite. Quand même. Il faut louer ça en moins. Comment? Le compteur SBE est quand même de 100 000 et on vous donne ça. On vous donne ça. Non, moi j'ai pas de compteur de 100 000. Hein. Non. Et ça c'est minimum, même si c'est ça. Ça ne veut rien dire. Vous savez combien moi j'ai eu de subventions là où j'étais? Moi j'ai reçu des millions. Ce n'est pas un CFA, hein, de subventions de l'État. Hein? Donc, ça, c'est rien ce que vous dites là. Vous laissez les trucs les plus importants vous occuper de ces... C'est rien ça. Ça, c'est vraiment rien, je vous le dis. Vous laissez l'essentiel sortir. Hein? C'est en train de fuir par quelque part. Vous ne vous occupez pas de ça. Et vous vous occupez des miettes qui ne sont pas des miettes. Des trucs qui sont sans sens. No sense. C'est des trucs qui n'ont... Qu'est-ce que je vais vous dire? Alors, cessez, réfléchissez un peu, revenez sur terre. On parle de notre pays commun. Et on parle de la gestion de la patrimoine, hein, notre patrimoine. C'est nous qui cotisons dans cette caisse-là. Vous croyez que les dettes que Patrice Talon crée là, et c'est lui qui va payer ça, Talon ne va jamais rien payer. Parce qu'il n'est même pas habitué à payer. Patrice Talon n'est pas habitué à payer, malgré toutes les usines qu'il a là. Il n'est pas habitué. Oh, je me souviens pendant la campagne, là, les gens disaient, oh, s'il est déjà riche, il va amener une partie de sa richesse, il va aider le Bénin à sortir. C'est des trucs comme ça que nous, on avait entendu. Et moi, j'ai dit à beaucoup de gens au Bénin, attention, un homme riche est arrogant. Je connais ça. J'ai fait ce milieu-là. J'ai dit, attention, un gars riche, si vous le prenez, vous lui donnez encore le pouvoir, c'est terminé. Vous êtes cuit. Il vaut mieux prendre le blanc que vous ne voulez pas là, que de prendre celui-là. Et mais il a ce que moi j'ai dit à tout le monde. C'est ça qui se passe maintenant et réellement. Il se croit comme un dieu. Un riche et un arrogant de nature. Et quand il a encore le pouvoir politique, il devient insupportable. Il est plus qu'un dieu. Lui, il ne respectera personne dans tout le Bénin là. Un seul Béninois n'est même pas au talent de choses là, et n'a même pas les talents de M. Talon, je vais dire. Donc, cessez de faire les erreurs. Et revenez, jugez un pays, vous savez très bien que tout ce qu'on enferme, c'est directement la première. Il n'y a pas de droit chez nous. Il n'y en a pas. Il n'y a pas la séparation des pouvoirs. Le pouvoir unique s'appelle M. Talon. Et c'est tout. Il suffit qu'il n'a même pas besoin de dire un mot. Il suffit qu'il regarde seulement son ministre de la Justice et lui il va passer des coups de fil. Et si vous ne le faites pas, on vous enlève de là. Soyez sûr. Et si c'est enlevé seulement les gens même, les gens peuvent être poursuivis et de finir en prison aussi. Les supporters des Talons, ils ont aussi peur. Et quand vous regardez la plupart de ceux-là, c'est les gens qui ont aidé Talon à faire son patrimoine qu'il a aujourd'hui. Tout ce qu'il a volé à l'État, c'est avec la complicité de certaines personnes qui sont avec lui aujourd'hui, qui sont là bouche bée, qui n'ouvrent rien, qui ne disent rien.
Des gens qui étaient petits DG et l'État, le système qui était chez nous avant, vous connaissez très bien, le pouvoir n'était pas concentré dans un chose là. Donc, ils avaient les moyens d'aller déposer un dossier sur la table et on signe seulement et ils remettaient toute la patrimoine à M. Talon. Et c'est ceux-là qui sont autour de lui, bouche bée aujourd'hui, qui ne disent rien. Parce qu'ils ont fait le pire avec Talon. C'est eux qui ont aidé Talon à être là où il est, à avoir tout ce qu'il a, à avoir notre patrimoine. Et ceux-là, ils sont là, on les connaît très bien, on sait ce que chacun d'eux a fait. Mais, n'ayez pas peur. Nous, on va lui donner le pardon, mais ça ne veut pas dire qu'on va oublier ce qu'il a fait. Non, on n'oublie pas. Mais le pardon l'accorde quand il va nous ramener tout ce qu'il a pris. Ça, il faut être sûr de ça. Il va tout ramener. Sinon, on va tout le prendre en un mot. C'est ce que ça veut dire. Et lui, il ne va pas le mettre en prison. Hein. Non, non, non. Il retourne tout et il peut aller se recaser en France tranquillement. Comme il est français, il n'a qu'à aller se recaser là-bas. C'est ça, monsieur le guide. On est en train de vous défendre vous-même là. On est en train de vous défendre vous-même qui êtes là. Ah, mais la diffamation, ben Quelle diffamation? Prouvez-moi ce que moi j'ai dit. Je peux intervenir? Prouvez-moi si je suis en train de mentir. Prouvez-moi avec les preuves. Oui, monsieur Gilles. Ok, non, je pense que vous avez terminé. Monsieur Gillot, vous êtes prêt pour prendre la parole? Oui. Ok, donc allez-y, alors on vous écoute. D'accord. Bonsoir. J'espère que tout le monde se porte très bien par la grâce de Dieu. Monsieur Ahovi, d'abord bonsoir. Je pense que vous êtes allé un peu dans la désinformation ce soir quand je vous écoute. Et ça ne fait pas élégant. Surtout que quand je vous écoute, je pense que vous devrez... c'est sûr que vous êtes d'un certain âge. Et quand j'entends... déjà, quand vous dites que il fallait pas plébisciter le président Talon et que, au pire, on aurait dû prendre M. Zinsou parce que le président Talon il fait partie de la bourgeoisie et donc M. Zinsou serait meilleur. Moi, ma première question est celle-ci. M. Zinsou ne fait-il pas partie de la bourgeoisie? Est-il un prolétaire? Ça, c'est ma première question, M. Ahovi. Et quand je quitte là, vous avancez plein de choses ce soir et moi, ça me donne des frissons, en fait. Comment pouvez-vous dire que oui, le président Talon a volé, il a volé des usines, il a volé des usines, il a volé des usines. La tête ici que je vois ce soir. Mais quand vous ramenez ce débat-là ici sur la place publique, bah, ça ne fait pas du tout élégant. Et sincèrement, moi je vous le dis, hein, je pense que vous le savez, vous n'êtes pas très loin de rejoindre véritablement les pensionnaires de la prison aujourd'hui. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, on appelle ça de la diffamation. Et Monsieur Jules, je pense que vous devriez, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Monsieur Jules, je pense que vous devriez saisir la balle en amont, la balle en amont pour dire attention, je ne peux pas permettre, je ne peux pas cautionner ce genre de propos sur mon panel parce que là, ça rentre dans autre chose. Encore qu'on sait qu'aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de cachette. Quand on fait de la désinformation, les critiques, oui. D'accord? Les critiques, oui. Personne n'a été contre les critiques. D'accord? Personne n'est contre les critiques. Mais quand ça tourne dans la désinformation, eh bien là, ça ne fait plus du tout élégant. Ça ne fait plus du tout élégant. Et on peut rentrer dans le fond du sujet, on peut rentrer dans le fond et dire que oui, peut-être au niveau de la forme, il y a des choses à corriger. D'accord? Du moment où c'est l'homme qui est au centre de la gouvernance, toute œuvre humaine n'est jamais parfaite. D'accord? Et en ce moment-là, on pouvait avoir à redire parfois sur les formes. Mais dans le fond, je pense que
celui que nous avons aujourd'hui à la tête de notre pays est de loin, je dis bien de loin, le meilleur président de l'histoire du Bénin. Donc, Monsieur Ahovi, je vais vous demander, avec tout le respect, d'accord, que je vous dois en tant qu'aîné, en tant que papa, peut-être, de retirer ces mots de désinformation là et d'opiner, de faire vos critiques, mais en toute intelligence, dans le respect, s'il vous plaît. Je m'en arrête là. Il va même jusqu'à dire que le président Talon est français. Ça, c'est en quoi ça, c'est quoi? C'est pas normal. C'est pour tout ça que je dis qu'il est en train de faire de la désinformation. Monsieur Jules, je peux prendre la parole. Oui, monsieur Kali, juste un instant. Je pense que c'est Patrice Talon lui-même qui a dit quelque part qu'il se sentait plus français que béninois. Et il a dit en France, non? Donc, je ne sais pas si je me trompe, mais c'est ça qu'il a dit. Oui, monsieur Jules, vous êtes un intellectuel. Et quand il dit ceci, quand il dit que, allô? Oui, on vous écoute, allez-y, oui. D'accord. Monsieur Jules, quand le président disait « Je me sens plus français que béninois », n'oubliez pas qu'il était en face des hommes d'affaires français, d'accord? Et il était parti pour nouer des... Monsieur, on n'entend rien de tout ce que vous avez dit, hein? Vous avez disparu pendant longtemps. Je suis français. On ne vous entend pas. Non, on entend. À aucun moment, d'accord, il n'a dit que qu'il était français. Au contraire, il a affirmé tout le temps qu'il n'a jamais possédé deux nationalités et qu'il n'a qu'une seule nationalité et qui reste la nationalité béninoise. Merci Jules. Donc, la désinformation là, c'est aller à un niveau ce soir qui moi vraiment me dégoûte et donc je vais demander à monsieur Jules humblement, d'accord, de recadrer les choses pour que ça puisse faire sérieux. Parce que ce que j'entends là, c'est carrément les débats de rue qui sont ramenés ici sur le panel ce soir. Et moi, vraiment, ça me désole. Monsieur Kiali, vous pouvez prendre la parole. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, le plateau. Monsieur Ahovi, ne vous dérangez pas. Je vais rebondir sur ce que monsieur Gilo vient de dire. Pour commencer mon propos, vous avez parlé de désinformation. Vous avez utilisé le terme avec beaucoup de liberté et à foison. Et moi, je vais vous poser la question suivante. Vous parlez de désinformation par rapport à quelle information déjà? Quand on veut parler de désinformation, il faut bien qu'il y ait information. Vous savez, en l'absence de version officielle, en l'absence de vérité, en l'absence des institutions de contre-pouvoir dans un régime, il ne reste que notre voix, la voix du peuple, celle que vous appelez désinformation. Nous, on n'a pas demandé à quelqu'un de ranger son régime ou sa gestion sous le vocable de normocommunication qui en réalité est une mise sous silence, un bâillonnement en fait du peuple. Alors, quand vous bâillonnez le peuple, vous ne pouvez pas bâillonner tous les individus qui composent le peuple. Il y en aura qui seront têtus, qui vont parler, qui vont dire ce qu'ils savent, ce qu'ils soupçonnent même. Si vous avez refusé de nous informer, donc c'est vous qui êtes en train de créer la désinformation. C'est vous-même qui êtes instigateur de la désinformation. C'est vous qui menez la politique de la désinformation parce que vous ne voulez pas dire les choses telles qu'elles sont. Et il nous revient à nous d'utiliser notre jugeote pour voir ce qui se passe. Apprécié par nous-mêmes, parce que vous avez parlé de débat de rue, et que vous voulez des choses sérieuses et que les gens sont intelligents. Nous voulons parler de notre intelligence. Vous voyez? Nous voulons parler de votre intelligence. Dans un contexte où on produit tout, on cache tout, on efface toutes les traces,
n'allez pas nous demander de dire quelque chose, d'apporter les preuves. On se rappelle ici, devant la Cour constitutionnelle, quelqu'un était en train de défendre sa position et a même produit des preuves. Et la Cour constitutionnelle s'en est prise à lui, pas parce qu'il a produit de fausses preuves, mais parce qu'on lui a dit, mais comment il a-t-il fait pour trouver les preuves? Et nous n'allons pas oublier le cas du ministre Dienotin, qui en son temps aussi avait produit des preuves et ils se sont ligués contre lui. Ils se sont soulevés contre lui pour lui dire de quel droit a-t-il accès ou se donne-t-il accès à des preuves. Vous mentez. Ne me coupez surtout pas. Arrêtez. Vous mentez. Je ne vous ai pas coupé. Monsieur le guide, on va le laisser. Vous pouvez prendre votre motion. Oui, monsieur le guide, on va le laisser aller comme ça. Vous allez prendre votre motion. Voilà. Donc, quand vous nous parlez des informations, dans ce pays, on a tué les Béninois. On a amené des gens pour tuer les Béninois. On ne sait même pas qui a tué. Ils ont tué les Béninois par dizaines. Pour ne pas dire par centaines. Parce qu'il reste à faire de la lumière sur cette affaire. Et quand on a posé la question à celui qui est censé nous dire la vérité, les vrais, il s'est détourné, il a dit qu'il n'y a jamais eu de mort et que, qu'il y a eu 1 ou 2 morts et que c'est des chasseurs. Mais nous en avons, Mondio Vision, nous en avons compté plusieurs. Vous n'allez pas nous parler de désinformation quand vous avez un président ou un régime avec ses autorités à qui vous voulez qu'on accorde toute la bonne foi, qui vous voulez qu'on accorde de la crédibilité, qui ont fait tuer une dame, ça aussi, en direct je vais dire, qui ont fait tuer une dame à coups de fusil pour ensuite dire qu'elle est morte de palu. Vous n'allez pas nous parler de désinformation, vous êtes très mal passé pour nous en parler. Alors, quand vous parlez de désinformation, j'ai envie de vous poser la question suivante. Quand vous êtes face à quelqu'un sur qui vous devez compter pour avoir la vérité et qu'il vous ment, il ment et ment continuellement, vous faites quoi? Continuez pas à croire à lui ou bien commencez pas à utiliser votre jugeote. C'est ça. Ils ont produit l'atmosphère, ils ont produit l'environnement, ils ont produit le terreau de la désinformation. Et souffrez que nous, on continue pas à désinformer jusqu'à ce qu'ils viennent nous dire la vérité. J'ai entendu dire quelqu'un ici tout à l'heure que Tiani n'est pas crédible. Je ne suis pas en train de vouloir comparer Tiani à Talon. Mais quand quelque chose se passe, que vous venez nous dire qu'il n'y a que 5 morts, que des gens ont soulevé 80 morts, que vous avez levé le bouclier, et que plus tard, vous êtes revenu fou de chiffres pour parler de 50aines de morts, je veux savoir qui est en train de désinformer. Parce que ce qu'ils sont en train de mettre à la charge de monsieur qu'ils ont arrêté, qu'ils ont été kidnappés, parce que ce n'est pas une arrestation régulière, celui qui ont été kidnappés récemment là, et comme le Hugues Soupé, voilà l'une des choses qu'ils ont mises à sa charge. Vous voyez, vous partez sur des arguties pour vouloir jouer aux moralistes. Et je déteste ça. Vous qui nous appelez au sérieux là, finalement vous faites preuve d'hypocrisie. Parce que la première caractéristique de l'hypocrite, c'est d'abord le mensonge. Quand il parle, il ment. Deuxième caractéristique de l'hypocrite, quand vous lui confiez quelque chose, il va abuser de vous. C'est-à-dire quoi? Il abuse de votre confiance. Troisième caractéristique de l'hypocrite, c'est que quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Mirez-vous et dites-nous à quoi vous jouez. À quoi vous jouez? Quand je dis mirez-vous là, je vous prends vous qui venez défendre un régime
avec le régime y compris, avec tout ce qu'il y a dans le régime, avec y compris celui qui est à la tête même du régime. Vous ne faites pas sérieux. Ne venez pas nous parler de désinformation. Vous nous donnez quelle information? Vous nous donnez quelle information? Nous n'avons pas. Vous avez choisi la vôtre normocommunication. Personne ne vous en veut pour ça. Jusqu'à preuve de contraire. Personne ne vous en veut pour ça. Mais nous, on vous a confié quelque chose. Et on veut que les choses soient claires. On veut savoir comment ça marche, comment est-ce que vous organisez nos vies. Et vous refusez de nous parler, vous menacez. Vous refusez de nous parler, vous menacez. Je vais vous prendre un simple exemple. Pour quelqu'un qui vient de parler de vol ou pas vol, où il a construit l'usine, moi je ne vais même pas aller là-bas maintenant. Vous allez apprécier par vous-même. Vous êtes venu ici sur ce plateau. Et malheureusement pour vous, je n'étais même pas présent. J'ai eu la vidéo plus tard et j'ai regretté de n'avoir pas été là pour répondre à de vraies questions. Mais ce n'est que partie remise. Même aujourd'hui, on ne va pas y répondre. On va dire seulement, on va faire un briefing. Vous avez dit ici et applaudi la vision ou les performances de Talon sur quelle base? Qu'il a eu à créer GDIZ. Je ne sais pas si c'est comme ça, l'endroit s'appelle ou bien GIDZ ou je ne sais pas. Vous avez dit qu'il a créé un truc industriel, une zone industrielle. Et que c'est l'une des merveilles du siècle. Mais vous avez oublié. Comment est-ce que la GDIZ est en train d'être... Ou bien vous avez oublié de nous, vous avez sciemment oublié de nous parler de tout ce qui entoure le GDIZ. Je vais vous soulever quelques facteurs. Quand on amène des investisseurs dans un pays pour créer des entreprises, c'est pour enrichir le pays. Et quand on parle d'enrichissement de pays, c'est que les industries vont fonctionner et ces capitalistes vont payer des impôts sur leurs revenus, des impôts sur leurs affaires, sur leur chiffre d'affaires. Ils vont payer des impôts dans la caisse de l'État pour nous enrichir. Ça, c'est le rôle économique d'une entreprise. Deuxième chose, ils ont un rôle social, à savoir qu'ils vont créer des emplois pour absorber le chômage et donc améliorer la situation sociale du pays. Et troisième chose, ils ont un rôle citoyen, on n'est pas tenu de leur. Ça s'exprime par les libéralités, si vous voulez que je parle, les dons, les mécénats, vous voyez. Comme entre-temps, un entrepreneur savait le faire, construire des salles de classe pour donner aux populations, tout ça là, et dans ce pays. Mais vous là, vous avez fait venir des entreprises, des capitalistes étrangers, d'après vos propres dires. Parce que je ne vais pas aller pour que vous me parlez de désinformation, c'est vous-même qui avez dit ça. Donc, Talon a une vision, il a créé une zone industrielle, il a fait venir des investisseurs. Première chose, je ne veux même pas encore parler de ce que vous avez fait des droits, donc de la loi qui régit le code du travail au Bénin, pour esclavagiser vos compatriotes. C'est un autre pan de la situation. Mais quand une entreprise fonctionne, les charges qu'il a, c'est les charges d'impôts, les charges de personnel, et c'est l'autre charge de fonctionnement. Qui sont les charges importantes dans le fonctionnement d'une entreprise. Mais vous créez une entreprise, je ne sais pas si M. Jules peut me rappeler sur combien d'années ces entreprises-là sont exonérées d'impôts. Je crois que j'ai entendu 16 ans ou bien 17 ans après, j'ai entendu 50 ans. C'est grave. C'est-à-dire que vous faites venir, quand on parle de capitaliste, c'est quelqu'un qui est déjà riche, hyper riche, et qui cherche à fructifier son argent. Et vous le faites rentrer dans un pays, dans votre pays pauvre. Je mets ça entre griffes, parce que quand je parle de pauvreté, là, c'est relatif. Et vous le faites venir dans votre pays, et il vient investir son argent pour gagner de l'argent. C'est-à-dire, en fait, il n'est pas venu faire du mécénat, il est venu gagner de l'argent. C'est ça le capitalisme. Et pendant que vous lui faites gagner de l'argent, vous lui dites que les charges qu'il a là, vous ne lui prenez pas les charges, vous ne lui prenez rien. C'est-à-dire, il ne paye pas les impôts. Le pire, c'est que ceux qu'il utilise comme employés, les travailleurs qui en sont là à produire, c'est le même État à qui il ne paie pas d'impôts qui paye maintenant ces travailleurs-là.
Monsieur Gilles, c'est Gillot, voilà. Monsieur le guide et autres, je vais vous faire un schéma terre à terre. Vous êtes père de famille dans votre maison. Vous avez des enfants qui ont grandi, qui n'ont pas trouvé de travail. Mais vous avez un domaine sur lequel vous vivez. Vous avez un domaine sur lequel vous vivez. Mais vous avez des problèmes économiques. Vous avez des soucis à régler vos problèmes de famille. Et vous cherchez les moyens de le faire. Vous avez rencontré quelqu'un, un étranger quelque part pour dire, moi je produis des briques, je cherche là où je vais me poser pour produire des briques et vendre. Vous l'amenez chez vous. Non, moi j'ai de l'espace chez moi. Et quand vous le faites, c'est dans l'intention que, en produisant des briques, qu'il emploie vos enfants, vos grands-enfants qui sont déjà à la maison, qui n'ont pas trouvé de situation d'emploi. Et que, en produisant des briques, que quand il vend les briques, il se fasse aussi de la richesse, c'est-à-dire il se fasse de l'argent. Et qu'il vous verse une part de cet argent, au moins pour venir soulager vos caisses, vos problèmes de trésorerie. Maintenant, vous le faites rentrer dans votre maison. Vous lui donnez un espace. Il utilise votre sable pour créer les briques qu'il vend à son prix, cher. Il vend ça. Il se fait beaucoup d'argent. Il est content. Mais vous, au lieu de régler votre problème, vous demandez à celui qui vient produire des briques et qui gagne des millions, vous lui dites, ah, je vais vous aider. Vous ne payez rien comme vous le devez en vous installant chez moi. Il occupe le domaine comment alors? Ensuite, vous venez lui dire, mes enfants là, ils vont travailler avec vous, mais c'est moi-même qui vais les payer. Et pendant que vous avez des difficultés de trésorerie, vous payez les enfants qui travaillent avec le briquetier pour fabriquer les briques que lui va vendre, en incluant les impôts, c'est-à-dire dans le prix de revient de la brique, les impôts et la main d'œuvre, elle est incluse. Et donc, vous lui remettez tout ça, vous lui faites grâce de tout ça. Maintenant, pour payer vos enfants, vous allez emprunter de l'argent du dehors. Vous allez voir les voisins pour dire, empruntez-moi de l'argent, je vais payer mes enfants qui travaillent avec le briquetier. C'est quelle logique ça? Je vais vous dire, c'est quelle logique? Parce que c'est ça le plan. Attendez. C'est ça le plan. C'est pour que vous puissiez vous recadrer. Je viens. C'est pour que vous puissiez. Laissez-moi, ne me coupez pas. Je pense que la caricature que vous êtes en train de faire là, c'est par rapport à la situation de la GDIZ, n'est-ce pas? Si tel est le cas, précisez très clairement ce que vous êtes en train de dire pour qu'on puisse faire un débat cohérent. D'accord? Ne versez pas uniquement dans les caricatures. D'accord? Précisez très clairement, d'accord, ce que vous êtes en train de dire là. C'est par rapport à quelle institution, c'est par rapport à quelle entité. Et là, on pourra faire un débat sur la question. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Maintenant, je peux continuer. Je n'ai pas commencé par les caricatures. J'ai pris les caricatures pour vous simplifier la réflexion. C'est pour vous simplifier l'accès à la problématique que je pose. Depuis, je ne vous ai pas coupé. C'est par rapport à ça que je vous ai coupé pour que vous puissiez recadrer le débat. C'est tout. Hein. Nous avons un État dans lequel le fonctionnement d'une zone industrielle. Ce qu'il dit, c'est complètement faux. Il ne comprend même pas. Ça, je le dis. Oh, laissez-le finir. On va faire le débat tout à l'heure. Il dit qu'il y a que c'est nous qui versons dans la désinformation. Mais bon, il n'y a pas de problème. Laissez-le finir et on va revenir point par point. C'est pourquoi je suis resté tranquille pour l'écouter. Il n'a qu'à aller jusqu'au bout. Et voilà. C'est parce que tout à l'heure, là, il a l'exemple qu'il vient de prendre là. Il est resté dans la caricature. Il n'a pas voulu nommer d'identité. D'accord? Donc voilà, moi je voudrais qu'il nomme l'entité et comme ça on pourra parler avec preuve à l'appui. C'est tout. Donc il peut continuer hein, et puis voilà, quand j'aurai la parole, on va désamorcer tout ceci un à un. Ben, sauf que vous voulez me dire que vous êtes au fait aussi de mauvaise foi. Je crois avoir commencé par parler de GDIZ ici. J'ai été clair. La zone industrielle que vous avez créée là et dont vous faites la promotion partout là, j'ai été clair. Les investisseurs de la zone industrielle, ceux qui sont venus s'installer dans cette zone-là, sont exempts d'impôts sur des décennies. Un. De deux, vous avez dit ici, ce n'est pas moi, c'est vous-même
Et je crois, je vais me rappeler le nom même de la personne qui est intervenue. Et je vous ai dit, c'est lui qui est venu dire ici que c'est de jamais vu. Talon fait utiliser les jeunes, c'est-à-dire que le gouvernement fait utiliser les jeunes dans cette zone industrielle-là. Et il leur paye 120 quoi là, je ne sais pas pour les licences, je ne sais pas, ils ont dit les salaires ici. Donc, c'est l'État béninois qui paie le salaire des travailleurs de GDIZ. C'est l'État béninois à qui GDIZ est censé verser des impôts, qui absous GDIZ de payer les impôts. C'est-à-dire que il est exempt d'impôts. On l'exonère d'impôts. Maintenant, GDIZ là crée finalement quoi pour ce pays? Ça donne quel est le retour de ces investisseurs-là? Sauf que, quand vous avez expliqué cela, ce qui vous a échappé, la lecture que moi j'en fais, et je le fais à bon droit, c'est que je suis en train de voir un schéma pour siphonner, en fait, l'argent public de façon légale. Parce que le mot siphonner, là, c'est le mot qu'on nous a emprunté maintenant. On va en parler. Ils sont en train de siphonner l'argent public de sa façon, les ressources publiques de façon légale. C'est-à-dire quoi? On fait venir des enfants, des amis. Peut-être même que c'est des sociétés écrans, on ne sait pas. Parce que, puisqu'ils ont refusé d'être clairs par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, nous, on va continuer par rester dans la supposition que vous appelez des informations. Alors, donc, on a fait venir des sociétés écrans, vous voyez, donc des structures d'amis pour dire, bon, des prêtres non, si vous voulez, parce que prêtres non, là aussi, il y en a, on a découvert ça récemment, ne me dites même pas que ça, là, c'est des informations. Alors, des prêtres non qui viennent s'installer au Bénin et ils produisent pour gagner de l'argent. Donc, c'est un mécanisme. Alors, quand ils viennent pour produire l'argent et pour produire de la richesse pour eux, ils ont des obligations, celles de verser des impôts, de créer des emplois, de payer des salaires. Et ces obligations-là, pour accélérer leur enrichissement là-bas, l'État leur dit, ces obligations-là, laissez, je prends ça en charge. Et vous avez même avancé un chiffre de 13 milliards pour les charges salariales. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. La vidéo existe. C'est fou. Alors donc, ce qu'on ne peut pas prendre 13 milliards directement des caisses de l'État pour que ça ne soit pas sans trace. On crée une entreprise pour dire, écoute, tu vas venir fonctionner, gagner de l'argent, ça dit produit, gagner de l'argent, mais les charges que tu dois payer en retour là, je vais t'exonérer de ces charges. C'est-à-dire, je prends en charge ta charge de personnel, je le prends en compte ta charge de personnel, je prends en compte les impôts que tu dois me verser. Finalement, ça se retrouve dans la poche de qui? Ça se retrouve dans la poche du capitaliste. Mais ce capitaliste-là, il va s'enrichir hors limite même. Et quand il va s'enrichir hors limite, pendant que nous, on s'appauvrit d'impôts et on s'appauvrit des milliards que nous payons encore pour payer que nous prenons encore pour payer les travailleurs, lui, quand on va avoir besoin d'argent, on va commencer par crier. On ouvre un marché de c'est pas, comment vous appelez ça? Les trucs d'emprunt obligataire sur le marché international. Ce sont ces gens-là même qui viendront par des mécanismes détournés, reverser encore l'argent qu'ils ont gagné dans le pays, où on le reverser sous forme de prêt. Greffe d'intérêt. Oui, monsieur Kiali. Oui. Oui, non, ce qu'on va faire, on va les laisser, en tout cas, les gens qui veulent réagir sur ce que vous avez dit jusqu'à présent. On va leur permettre de réagir sur ça, mais vous allez répondre et puis si vous avez d'autres aspects à aborder après, vous pouvez continuer. Mais monsieur Jules, j'ai dit deux mots parce que le monsieur s'est adressé directement à moi. Et je voudrais dire deux mots quand même. Oh oui, monsieur Yahovi, je vous laisse intervenir et puis je vais... Ok, allez-y, monsieur Yahovi. Ok. Monsieur Gillot, c'est ne pas me connaître quand vous parlez du niveau du débat. Je crois que vous n'avez pas mon bagage, hein, parce que je suis très loin en bagage. Et mon parcours dans la vie réelle est dense. Je ne veux pas vous dire tout pour me faire découvrir, mais sachez que vous avez quelqu'un en face dont vous ne faites pas le poids. En rien du tout, hein. Ni niveau
universitaire ni la vie courante. J'ai été grand patron. Et je pense que des patrons comme moi, il y en a vraiment très peu, on peut les compter. Et je l'ai été toute ma vie pratiquement. Et je l'ai fait chez les autres, pas l'amateurisme du Bénin, là. Le truc d'usine dont vous parlez, là, ça fait rire, ça. Ce n'est pas une zone industrielle. Maintenant, je reviendrai à ce que vous m'aviez demandé. Vous demandez si Zinsou est prolétaire. Zinsou n'est pas prolétaire. Et entre Zinsou et Talon, il y a une différence. Quand vous connaissez les deux hommes, vous allez faire tout de suite la différence. On peut avoir très bien de l'argent et être quand même soi-même avec les pieds à terre. Et Talon qui a dirigé le pays depuis le temps de Yahi et qui avait toute la classe politique en main, qui achetait tout le monde, ce n'est pas le cas de Zinsou. Il y a une nette différence. Donc moi, je préférais plutôt Zinsou à Talon en ce moment-là. Vous parlez de désinformation. Il n'y a pas de désinformation. Si vous allez réveiller la dame Rosine Soglo, elle va vous parler. Allez voir au moins son époux qui est encore là. Le président Soglo, il va vous parler très bien de qui est notre président. Moi, je ne diffame pas. Je dis les choses telles qu'elles sont. Et je peux le répéter devant n'importe qui. Et je n'ai pas peur. Je suis sûr de ce qu'il dit. Dites-moi si M. Talon a acheté le port de Cotonou et PVI en question où les douaniers ont lutté, ont dénoncé. Vous pensez qu'il a payé combien de milliards pour ça, pour le Bénin? Parlez-moi du parc W. Monsieur Talon a acheté ça chez qui? Quand ils ont licencié des forestiers qui ont dénoncé. Dans quel pays vous voyez ça là? Et pour vous, tout est rose. Peut-être pour vous, oui, parce que quand vous mettez des lunettes comme ça, vous pouvez tout voir de rose. Qu'est-ce que vous voulez? Le truc est clair, qu'est-ce que vous voulez protéger? C'est vous qui mentez sur le truc, ce n'est pas moi. Monsieur Talon a les usines du Bénin ou pas? Ce n'est pas lui qui a construit ça. Dans quel pays vous avez vu les usines tomber du ciel pour quelqu'un? Ça tombe là, ça tombe là, ça tombe là, ça tombe là, et ça tombe là. Et vous pensez qu'il est le seul Béninois, que c'est normal ça là? Même si c'est le patron de tous les sorciers, les usines ne peuvent pas tomber du ciel pour lui comme ça, parce que ça ne sort pas de terre chez lui, ça tombe du ciel. Parce que quand vous voulez construire une usine, monsieur, vous achetez la parcelle, vous construisez les bâtiments, et après vous achetez toute l'installation qu'il y a dedans. C'est comme ça se fait. Talon en a fait combien comme ça dans notre pays? C'est mon pays aussi, le Bénin. Je suis béninois. Dites-nous ça ici. Si vous êtes un bon défenseur, si moi je suis le vendeur et en même temps l'acheteur, je suis le vendeur et l'acheteur. Aujourd'hui, c'est les talents d'aujourd'hui. Je ne parle pas des talents d'hier, où il n'était pas vendeur ni acheteur, il avait tout. Mais si moi je suis le vendeur et l'acheteur aujourd'hui, et j'achète ce que je veux à combien je veux, je prends ce que je veux, les terres que je veux, je prends ce que je veux et je fais ce que je veux, nous on n'a pas le droit de parler de ça. Parce que nous sommes des sous-hommes au Bénin, c'est ça? Vous parlez de Talon qui est... Ce n'est pas moi qui ai dit à Talon, il était devant l'entrepreneuriat des Français, les patrons là, le patron français. Il a dit, je suis un des vôtres. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Je m'appelle Talon. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, si moi je dis comme il dit qu'il est français, vous pensez que j'ai menti? Je ne fais que répéter ce que le monsieur lui-même a dit. Alors, mais essayez d'étudier les choses, hein, essayez d'étudier les choses et de ne pas condamner les gens ici et aller jusqu'à me demander de retirer. Je ne retire aucun mot, même pas une virgule. Je suis responsable de ce que moi j'ai dit. Je suis le seul responsable de ce que je dis. Donnez-moi les preuves que je suis en train de mentir.
Et là, je vais m'excuser. Sortez-moi les preuves que je suis en train de diffamer. Et je vais m'excuser. Si vous ne le faites pas, c'est vous qui devez vous excuser. Vous allez trop loin. Merci, monsieur Jules. Ok, monsieur Harvey. Moi, je voudrais ajouter que Jeune Afrique avait présenté monsieur Talon lors de son exil en France ici comme un homme français, un homme d'affaires franco-béninois. C'est écrit là, ça n'a jamais quitté. Ok. Donc, entre le guide et monsieur Gillot, qui commence? Monsieur Gillot, tu permets que Monsieur Gillot, tu vas de répondre à monsieur Kilan. Monsieur, combien de fois vous allez répondre? Il y a que vous sur le panel. Il y a des gens qui attendent, non? Il n'y a pas de problème. Non, monsieur Gillot, allez. Vous pouvez aller, vous pouvez le répondre. Je sais que vous allez, vous pouvez le répondre. Il n'y a pas de problème. D'accord. Monsieur Arovida, déjà, je pense que je dois, en vous écoutant, c'est sûr que je dois être un fils pour vous. Et moi, ça me fait un peu mal quand je vous écoute à nouveau ce soir. Et déjà, quand le président Talon, quand il était en face des hommes d'affaires du patronat français, eh bien, quand il disait « je suis un des vôtres », je pense que, jusqu'à preuve du contraire, je comprends français. Hein, et la plupart de ceux qui sont ici comprennent très bien français. Un des vôtres, cela voudra dire, eh bien, je suis aussi un homme d'affaires, un businessman comme vous. D'accord? Je suis un des vôtres, je m'appelle Talon. Je viens, monsieur Akovi, je viens, s'il vous plaît, laissez-moi. D'accord? Je vous ai écouté. D'accord? Merci. Et donc, il disait, oui, je m'appelle Talon, je suis un des vôtres. D'accord? En ce moment-là, il était devant le patronat. Il était allé pour capturer, d'accord? Pour capturer de l'investissement étranger, d'accord? Qui va servir dans son pays. Et il était en plein marketing. Et aujourd'hui, vous ramenez ces propos-là, transformant ces propos-là en lui collant des nationalités fictives. Monsieur Akovi, ça ne fait pas sérieux. Vous êtes un père, mais ça ne fait pas sérieux. Désolé, c'est vous qui n'êtes pas sérieux. Je suis désolé. Talon a parlé de son patronyme, s'il te plaît. Il a parlé de son patronyme, il a été clair. Il a même parlé de sa langue qu'il parle. Monsieur Kialine, laissez-moi aboutir à ma conclusion, s'il vous plaît. D'accord? J'ai pris le temps de vous écouter. Donc, respectez aussi. Mais soyez vérifié quand même. Respectez mon temps de parole, s'il vous plaît. D'accord? Merci. Et donc, cher papa, par rapport aux usines dont vous parliez tout à l'heure, et vous disiez tantôt tout à l'heure que le président Talon s'est accaparé des usines et que machin, voilà. Vous aviez dit tout à l'heure à l'entame que vous êtes un homme, vous aviez été un patron. Et un patron, ça sous-entend que vous faites partie du cercle des entrepreneurs, enfin, des hommes d'affaires. D'accord? J'en suis un aussi. D'accord? Un jeune homme d'affaires. D'accord? Et je ne vous apprends rien quand je dis que, en tant qu'homme d'affaires, eh bien, on est à l'affût de toutes les opportunités. Je ne vous apprends rien. Et je pense que si tant est que vous aviez eu une grande carrière, comme vous le souligniez tout à l'heure là, c'est que à des moments donnés, vous étiez à l'affût des opportunités entre griffes. D'accord? Et par rapport aux usines dont je parlais tout à l'heure là, tout ce que je vais dire pour clore cette page là, pour qu'on ne revienne plus sur ça, eh bien, en tant qu'homme d'affaires, le président Talon a su profiter des opportunités du moment. Comment? On va le dire une fois pour toutes ce soir ici, pour que la désinformation là, ça cesse. D'accord? Pour que ça cesse une fois pour de bon. D'accord? La période dans laquelle le président Talon est rentré en possession de certaines usines de l'État béninois, eh bien, l'État béninois était en incapacité. D'abord, c'était des usines appartenant à l'État béninois.
d'accord? Et l'État béninois était en incapacité de pouvoir continuer à assurer la gestion, d'accord, optimale de ces usines-là. Et pour ce faire, quand un État se retrouve dans ce genre de situation, Monsieur Ahovi, en tant qu'homme d'affaires, qu'est-ce qu'il se passe? C'est que on se tourne vers les investisseurs privés. Et la priorité est donnée aux investisseurs locaux. D'accord? Et le président Talon, en tant qu'homme d'affaires béninois, local, bien sûr, eh bien, a su profiter, a su damer le pion aux autres qui étaient là en ce moment-là et a pu capturer l'opportunité d'affaires. C'est ce qui s'est passé et bien évidemment. Oui, monsieur Gillot, juste une question là sur ce point précis. C'est comme ça que ça se passe. Oui, monsieur Gillot, juste une question sur ce point. Maintenant, il a su capturer cette opportunité. Oui, est-ce qu'il a eu un don ou il a acheté et à combien? C'est le gouvernement béninois. Non, monsieur le guide, juste un instant. Monsieur Jules. Oui, est-ce qu'on lui a donné ça en don, les 10 usines, ou bien il a acheté, s'il a acheté les usines, il a acheté ça à combien? À un franc symbolique ou il a payé l'argent dans la caisse de l'État, c'est ça? Monsieur Jules, déjà, je peux vous le dire ici tout de suite que l'État ne fait jamais don, d'accord, d'un patrimoine à un privé. Dans aucun État, vous n'allez voir ceci. D'accord? Et donc, Monsieur Talon, d'accord, étant homme d'affaires dans le temps, a récupéré ces usines-là moyennant une contribution financière. D'accord? Le montant, je n'étais pas là. D'accord? Je n'étais pas là. Mais c'était moyennant une contribution financière. Et si vous voulez effectivement avoir le montant de tout ceci, vous êtes journaliste, si je ne me trompe. Non, je ne suis pas journaliste. Et un journaliste d'investigation, si je ne me trompe. Non, je ne suis pas journaliste. Vous n'êtes pas journaliste? Tant mieux, je pensais que vous étiez un journaliste de profession. Et donc, les journalistes de profession ont la latitude de mener des investigations et ils auront droit à ces informations-là. D'accord? Mais moi, je vous le dis ici tout de suite, dans le temps-là, c'était moyennant rémunération financière. Et cette rémunération-là a pu permettre à l'État de Oui. Oui. Est-ce qu'un acteur, je suppose quand il était encore dans le privé seulement, c'était correct. Est-ce qu'un acteur politique de ce niveau, est-ce qu'il n'est pas de son devoir, depuis qu'on l'accuse d'avoir volé 10 usines de la Sonapra à 0 francs, est-ce qu'il n'est pas de sa responsabilité de rendre public les preuves du fait qu'il a acquis ces usines de façon transparente? Est-ce que ce n'est pas de sa responsabilité de le faire? Monsieur Jules, je pense que ça fait bientôt 10 ans que le président Talon est à la tête de notre État. Et je pense que vous avez tout le temps la chance de voir un peu le mode de fonctionnement du monsieur. C'est quelqu'un qui ne reste pas dans les futilités. Le futile, c'est pas son truc en fait. D'accord? Il y a tellement à faire aujourd'hui au Bénin que aujourd'hui il laisse peu de place. D'accord? Et je suis très bien placé pour le dire. Il laisse peu de place aux futiles. D'accord? Il y a tellement à faire. Vous pensez que 10 usines de la Sonapra... Oui, monsieur Gillot. Vous pensez que 10 usines de la Sonapra qui valent des centaines de milliards, pour vous, c'est de la futilité pour vous? Et ces usines-là, si on l'a vendu au bon prix, on aurait pu régler énormément de problèmes chez nous. Et vous pensez que c'est quand même de la futilité, du secondaire pour vous? C'est ce que je comprends. Jules, vous avez... Monsieur Jules, je suis désolé. Non, monsieur Kialine. Je pense que monsieur Kialine. Vous trouvez pertinent d'aller prendre un avion pour aller enlever quelqu'un qui a fait une publication dans un autre pays? Monsieur Kialine, juste un instant. Oui, monsieur Kialine, s'il vous plaît. En tant que modérateur, moi, je peux poser les questions. Donc, vous avez votre temps de parole, vous attendez, vous serez patient. Jules, je vais te donner un élément pour répondre à M. Jules. Mais ils ont amené tous les dossiers au niveau du cours arbitral de Luanda. Le monsieur a gagné tout. Mais qu'est-ce que vous avez au fait? Le gars, il a gagné tous les procès. Ou bien il a encore partagé l'argent à ces gens-là. Mais vous ne dites pas ça, vous l'accusez pour rien. Mais je ne comprends pas, Jules. Vous parlez de quel procès?
tous les procès, tous les... Monsieur le guide, ces procès ne concernent pas, ça ne concerne pas l'acquisition des usines de la Sonapra. Ça concerne les contrats, les procès au niveau de la cour arbitrale. Ça concerne les contrats. Monsieur Jules, permettez-moi d'aller à la fin, s'il vous plaît. Ok, allez-y, mais en tant que modérateur, moi, je me permets de vous poser des questions de relance. D'accord. Ok, vous pouvez continuer. Et donc, sur cette question d'usine, là, j'espère que ce soir, c'est clair dans toutes les têtes que c'est de la pure désinformation quand on dit que des usines ont été volées. Aucunement, d'accord? Nulle part sur cette terre, cela ne se passe comme ça. D'accord? Et je pense que j'ai eu à le démontrer ce soir. Maintenant, non, monsieur Gillot, vous savez, avant que moi je ne parle, j'ai cherché, hein, et j'ai retrouvé des traces des gens qui faisaient l'éloge de monsieur Talon en disant que Talon a investi 12 milliards pour construire les usines. Talon n'a jamais construit d'usine. C'est ce que vous avez retrouvé, ça. 12 milliards de francs CFA pour construire les usines de coton. Je n'ai pas dit, je n'ai jamais dit que des usines ont été construites par le président Talon, hein. J'ai parlé. Mais si vous cherchez, c'est ce que je vous dis. Hein? Oui, donc, on peut retrouver plein de choses. Vous savez, monsieur Arovida. Vous êtes basé sur quoi pour nous dire maintenant que vous avez expliqué? N'importe comment sur les panels. D'accord? Monsieur Gillot, par rapport à quoi vous avez amené cette réponse-là? Non, je vous pose une question. Vous avez un dossier en main pour pouvoir nous répondre comme ça? Laissez-moi vous répondre. Oui, allez-y. Laissez-moi vous répondre. D'accord? Déjà, je n'ai pas pour habitude de monter sur n'importe quel panel pour opiner. D'accord? Je suis pas un grand patron comme vous, par exemple, mais je fais quand même mon petit bout de chemin. D'accord? Et les informations que j'ai à mon niveau, d'accord? Quand je suis sur un panel et qu'il y a de la désinformation, eh bien, j'essaie de monter pour apporter d'autres sons de cloche pour que les uns et les autres là qui nous écoutent puissent faire la part des choses. D'accord, monsieur Arovida? Vous dites que vous aviez suivi un élément, une vidéo qui présentait du fait que voilà, le président Talon aurait construit des usines de l'ordre de 12 milliards de francs CFA. D'accord? Moi, je n'ai jamais dit, je n'ai jamais affirmé ceci. D'accord? Et je pense que le président Talon, ou dans son cercle rapproché là, personne ne l'a jamais dit. D'accord? Moi, avant de commencer, j'ai pris la peine de me présenter un tout petit peu. D'accord? En vous disant que je suis aussi un homme d'affaires, je suis un businessman. D'accord? Et en tant que businessman, on a la capacité de capturer des opportunités d'affaires. Et en tant que patron, vous n'allez pas me dire que vous n'aviez pas eu à pratiquer ce genre de choses par le passé. D'accord? Maintenant, si on va clore ce débat-là définitivement. Gillot, pardon de te couper, excuse-moi de te couper, hein, mais donne-nous juste quelques informations. Si le président a pu payer les usines là, c'est avec quelle banque il a fait les levées de fonds? Comment ça s'est passé? Donne-nous juste quelques renseignements. Le tout ne suffit pas de te faire confiance, Gillot. Tu es qui? On ne sait même pas qui tu es. Si tu n'as pas ces renseignements là, Gillot, débat, on n'a qu'à évoluer. Parce que c'est Sosou qui est en prison, nos frères sont en prison. Laissons tout ça. Si usine appartient à président, avec le temps, pour les binatons Djegbangba, laissons tout ça évoluer. Ça fait 2 heures au moins que vous êtes en train de débattre de ça. Hein. Oui. Non, il y a juste un moment. Monsieur Vijanaï. Qui est témoin de ça? Tu n'étais pas témoin. Oui, dis-nous. Monsieur Vijanaï, je vais parler plus rapidement pour clore ce débat-là et rebondir sur d'autres aspects qui me tiennent vraiment à cœur. D'accord? C'est parce que le doyen a soulevé la question et donc j'étais obligé de tergiverser sur cette question-là. Monsieur Vijanaï, à ma qualité, d'accord, de petite personne là, il ne me revient pas. Je ne suis pas le comptable de Monsieur Talon. D'accord? Je n'ai pas participé à un montage financier
pour quelque acquisition de quelque entité que ce soit pour le compte de Monsieur Talon, qualité privée, homme d'affaires, pardon. D'accord? Mais ce que je puis vous dire ici ce soir, d'accord, et cela est vérifiable. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais à Monsieur Jules, je pensais que voilà, c'était un journaliste d'investigation et je lui demandais en tant que tel, il avait la possibilité, d'accord, de toucher, d'ouvrir certaines portes pour avoir ces informations-là. Et ça, ce n'est pas caché, c'est connu de tous. C'est connu de tous. Et quand je vous dis, donne-nous les informations, on peut chercher ça où? On peut demander à qui? Avez-vous quelqu'un, d'accord, laissez-moi finir cette page-là. Avez-vous quelqu'un, d'accord, avez-vous quelqu'un qui fasse partie du patronat béninois? Avez-vous quelqu'un qui fasse partie de ce patronat-là? Si oui, répondez-moi et puis on va continuer rapidement. Ok, oui, Monsieur Gillot, on va fermer cette page. Oui, non, Monsieur Gillot, on va fermer cette page. Non, Monsieur Jules, faudrait qu'on termine ça rapidement. Dire un petit mot. S'il y a quelqu'un qui... Non, c'est toujours dans le même sens. Je vais dire un seul mot. Je pense que vous n'avez pas la bonne information sur ce sujet-là. Moi, je suis du domaine du coton, d'accord? J'ai un dossier de plus de 230 pages sur l'acquisition des 10 usines de la Sonapra. Hein? Oui. J'ai tout le dossier du début jusqu'à la fin. Donc, fermez cette page parce que on est en train de les s'éloigner trop du sujet principal. Vous pouvez réagir sur les autres. Le document que vous avez, je pense que si je ne me trompe, ça doit être le document qu'a tout le temps brandir l'autre là. Monsieur Rodriguez. Si ne me demandez pas les sources. Moi j'ai le dossier complet sur les 10 usines. Mais ça doit être... Non, je ne vais pas vous dire les sources. Je sais de quoi vous parlez. C'est pourquoi quand vous étiez en train de parler de ça. J'ai le dossicier complet de exactement de quoi vous parlez. Et ce document-là, ce document auquel vous faites allusion, d'accord, n'est en aucun cas un document officiel, Monsieur Jules. D'accord? Donc, rectifiez cela et que la désinformation cesse une fois pour toutes. Je vous dis, vous n'avez pas la bonne information. Vous croyez à ce que vous pouvez croire. Mais vous pouvez aller sur les autres aspects. On va fermer cette page. On peut faire un débat spécialement sur les 10 usines si on veut. Oui, mais vous connaissez le dossier encore que le président Soglo? Il n'y a pas de problème. Je vais rebondir rapidement sur Monsieur Kialine. Ok, oui, Monsieur Arbi, on va le laisser aller sur les autres dossiers. Oui, et on pourra revenir. D'accord? Monsieur Kylian parlait tout à l'heure de la GZIZ, de la GDIZ, pardon, de cette entité-là qui aujourd'hui regorge de quelques industries qui alimentent aujourd'hui, qui sont implantées aujourd'hui dans le pays et qui, font quand même du bien à l'économie béninoise, si je peux dire ainsi. Monsieur Kialine, quand vous vous retrouvez, je ne sais pas si vous êtes un homme d'affaires, je ne sais pas si vous êtes entrepreneur, mais je vais vous dire ceci. Quand vous venez dans un État en tant qu'investisseur, on ne l'entend plus, c'est pas ça. Bien évidemment, des impôts. Vous aviez bien évidemment des impôts à payer. D'accord? Ça, on est d'accord. Tout le monde le sait. D'accord? Et le premier impôt, c'est la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. D'accord? N'oubliez pas que cette TVA-là, c'est une taxe que le dernier consommateur paye, d'accord, aux producteurs ou aux fournisseurs, d'accord, qui livrent ces produits-là, et que le fournisseur se doit en retour de reverser à l'État, d'accord, dans lequel il a implanté ses usines. D'accord? Ça, on est d'accord sur ça. Et puis, on passe. Ça, c'est une obligation. Nulle part au monde, là, vous n'allez voir d'allègement sur la TVA ou sur autre chose. D'accord? Maintenant, l'autre chose, il y a l'impôt sur le revenu et bien d'autres impôts. D'accord? Et où est-ce que l'État peut se permettre de faire des allègements aux opérateurs économiques? Eh bien, c'est sur généralement l'impôt sur le revenu et bien d'autres impôts. Et il n'y a pas de document
spécifique ou universel qui dit que voilà, on doit prélever tant, on doit faire un allègement fiscal à telle hauteur, voilà, pour telle entreprise. Universellement connu, il n'y en a pas. C'est une prérogative exclusivement réservée à l'État, d'accord, à l'État hôte qui se charge de mener les montages qu'il faut pour quand même permettre à ces investisseurs-là de continuer à travailler, d'accord, à utiliser la main-d'œuvre. Et quand ils utilisent la main-d'œuvre, cela permet, d'accord, de régler un tant soit peu le problème de chômage dans tout État. D'accord? Maintenant, au niveau des allègements, tout le temps là, on a entendu dire que oui, l'État béninois se permet de ne pas prendre de l'impôt, l'État béninois fait ci, l'État béninois fait ça. D'abord, retenez une fois pour toutes ceci. Au niveau de la GDIZ, l'État béninois, je dis bien, est actionnaire minoritaire à hauteur de 35,5%. Si je ne me trompe, d'accord, je peux revérifier encore mes chiffres, mais l'État béninois est actionnaire à hauteur de 35,5%. D'accord? Et ensuite, vous avez des hommes d'affaires béninois, je dis bien des hommes d'affaires béninois qui sont aussi actionnaires à des pourcentages divers. D'accord? Des hommes d'affaires béninois qui sont aussi actionnaires à des pourcentages divers au niveau de la GDIZ. Ensuite, vous avez d'autres investisseurs étrangers qui sont aussi actionnaires. Gilles, s'il te plaît, tu peux nous donner 2 noms, par exemple, s'il te plaît, 2 noms seulement d'hommes d'affaires béninois qui sont actionnaires à GDIZ, s'il te plaît. D'accord. Et aussi, s'il te plaît, donne-nous la source des 35,5 là, s'il te plaît. Merci. Dada Georgia, t'inquiète pas. Je l'ai déjà fait une fois et je vais le refaire encore ici ce soir. Et tu étais sur ce panel-là au moment où je l'avais fait. Donc, toi, tu devrais même pas me poser cette question-là, Dada Georgia. Et donc, je continue. Monsieur Vijanaï, vous avez la SDI, d'accord, qui est actionnaire au niveau de la GDIZ, d'accord. Et vous avez... j'oublie le sigle de l'entreprise de Monsieur Aouaré qui est aussi actionnaire. Et donc, voilà deux hommes d'affaires Monsieur Gillot, pour votre information, qui sont investisseurs dans ce dossier-là. Oui, Monsieur Vijanaï, vous pouvez aller vous documenter encore. C'est vérifiable au niveau de la CIPI. C'est vérifiable au niveau de la CIPI. Mais la SDI appartient à Patrice Talon. Vous le savez bien, non? Allô? Oui, la SDI appartient à Patrice Talon, vous savez ça, non? Vous me recevez, hein? Oui, mais votre connexion n'est pas stable. Oui, mais vous savez, ce que je disais, est-ce que vous m'entendez ou pas? C'est pour ça qu'il a dit SDI seulement, il n'a pas dit le nom. Mais quand il a dit le second, il a dit ça appartient à M. Aoré. Oui, mais SDI, ça appartient à Patrice Talon, lui-même, il le sait. Donc, oui, je vous écoute. Ma connexion bug un peu là. Ah oui, c'est ça, c'est pas stable. Ok. Non, monsieur Vijanaï, tout le monde sait, SDI, tout le monde sait à qui ça appartient. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas caché. Ok, donc c'est bon, oui. Ce n'est pas caché. SDI, ce n'est pas caché. Tout le monde sait. Non, je suis désolé. Tout le monde le sait. Tout le monde ne sait pas. Tout le monde ne sait pas. Non, tout le monde ne sait. Il faut dire aux gens que la SDI appartient au président Patrice Talon. Et il est actionnaire vous le savez, non, monsieur Vijanaï? Le président est actionnaire dedans. Vous le savez. Attends, mon frère. Moi, je suis qui? On parle de 13 millions, tu parles de moi. Moi, je ne suis personne. Moi, je suis une seule personne parmi tout le monde. Il faut dire, maintenant, le président est actionnaire de combien? Mon frère, le président est actionnaire à combien? C'est quoi sa part? Monsieur Vijanaï. Je t'écoute, hein. Il faut pas. Nous sommes en train de parler au peuple. Ce n'est pas moi. Tu n'as pas besoin de me convaincre, moi. Hein. Oui. Je suis en train de faire une petite. Oui, ne restons pas dans ce débat-là parce que ça ne nous avance pas.
je pense que les questions que vous me posez là, j'essaie quand même de répondre objectivement aux questions pour qu'on puisse comprendre que voilà, tout n'est pas caché comme vous tentez de le faire croire aux uns et aux autres tout le temps. D'accord? Aujourd'hui, la CIPI, là, tout ce qui se passe à la GDIZ, d'accord? La CIPI met tout ceci voilà, à disposition des journalistes d'investigation, bien sûr, pour quand même voilà, se faire leur idée et relayer l'information. D'accord? Et donc, si vous aviez besoin de plus d'informations, je pense que je vous ai donné des directives, des lignes ce soir et vous pouviez aller faire vos vérifications. Et donc, c'est pour vous dire ceci. Quand les gens disent que oui, la GDIZ, cela n'appartient pas à l'État béninois, c'est des investisseurs, l'État béninois ne perçoit rien, eh bien, c'est faux, archi faux, totalement faux. C'est pour cela que j'ai commencé en vous disant l'État béninois est actionnaire à telle hauteur. Et au-delà de ça, vous avez aussi des investisseurs béninois, d'accord, des investisseurs locaux qui sont aussi actionnaires avant de voir maintenant les autres investisseurs étrangers qui font partie quand même de ce conglomérat-là. Répondre techniquement, la GDIZ, vous êtes rentré dans des historiques qui n'ont pas de sens. Ce que je chante, oh là là, vous voyez, ça ne fait pas élégant quand vous coupez les gens comme ça, pendant que nous autres là, mais quand vous me coupiez là, ça faisait élégance. C'est comme ça ils font. Quand vous me coupiez là, ça faisait élégance. Monsieur Kiali. Mais vous m'avez coupé plusieurs fois, non? Ils coupent les gens comme ils veulent, c'est comme ça ils font. Monsieur Gilo, je te donne. Monsieur Gilo, s'il te plaît, toi aussi, il faut faire un effort de finir. Ah, son blême, il dit d'auto, j'essaie quand même de répondre à tout le monde rapidement, quoi. Tu vois un peu, Vidjanani, parce que Kialine a pris le temps de s'exprimer pendant un bon moment, presque 1 heure de temps, tu vois. Et moi, je dois répondre rapidement sur des sujets et aller dormir, parce que demain, j'ai une longue journée qui m'attend. Tu vois un peu, mon frère. Et donc, pour finir rapidement là, je vais dire ceci. La GDIZ, au-delà des investisseurs, au-delà des patrons que vous voyez en avant ou derrière là, la GDIZ est quand même pourvoyeur d'emplois. Et ces emplois-là sont destinés à qui? Au fils du pays, à l'État béninois. D'accord? Et l'État béninois ne peut pas à lui seul recruter des gens dans les services, dans l'administration publique. Il faut aussi créer les conditions pour que le privé puisse aussi en recruter. Et c'est justement en contrepartie de ces conditions créées-là, de ces recrutements-là, que l'État se permet de faire des allègements au niveau du fisc parfois. D'accord? Et quand on quitte là, quand je quitte le domaine de recrutement, on va rapidement rebondir dans le domaine de choses. Oh là là, excusez-moi. Je dois prendre mon ventoline là. Je suis un peu asthmatique et je suis un peu essoufflé. Donc, je laisse un peu le micro. Je ferme mon micro. Oui, on va permettre à quelqu'un d'autre de prendre la parole. Le guide, rapidement, et puis on va retourner la parole. Oui. J'avais arrêté monsieur qui allait. Oui, le guide, oui, allez-y. Pourquoi ce débat? Je suis sur le site de GDZ. L'État béninois qui a sonné, l'État béninois. Il y a Africa Finance Corporation, AFC, qui a sonné, Equitance, qui a sonné, et le Fund for Export Development in Africa, FEDA, et la Banque africaine d'import-export, Afrisimbank, qui sont sonnés. Il n'y a même pas le nom de SDI là-dedans. Donc, je suis sur le site officiel. Ok. C'est tout. Ok, merci beaucoup. Monsieur Kiali, on peut reprendre la parole. SDI est bien présente, monsieur le guide. La SDI est bien présente. Je vais vous revenir plus tard par rapport à ça. Ne vous inquiétez pas. Ah bon, pourquoi ne pas mis ça sur le site officiel alors de GDZ là? Non, ne vous inquiétez pas, je vous reviendrai. Okay. Moi, je ne fais pas de l'à peu près, hein, donc ne vous inquiétez pas, je vais vous revenir sur ça. Et la SDI est bien présente, aussi bien que d'autres investisseurs locaux béninois. Donc, pour ça, là, il n'y a pas d'ambiguïté. Ok, merci beaucoup. Monsieur Kialine, je vous laisse continuer parce que je vous avais arrêté.
Oui, vraiment, ça se voit. Hein. Nos amis qui veulent, tout à l'heure, il a dit qu'il voulait m'apporter de contradictions sérieuses. Je suis désolé, je l'ai seulement vu que flâner, errer, et voltiger par-ci, par-là pour ne finalement atterrir que dans de rien, quoi, en fait. Vous voyez. Mais moi, j'étais passé par là parce que c'était une parenthèse que je voulais mettre et j'ai dit, je vais revenir sur ce sujet. On a mis un mécanisme en place pour siphonner les fonds de l'État. C'est-à-dire quoi? On a mis des structures en place qui sont des structures privées, qui sont censées payer le salaire des gens qui travaillent et sans payer l'impôt, mais on les a exonérés d'impôts. Quand vous enlevez les impôts et le salaire à une entreprise, à un capitaliste, c'est fini, il ne leur reste plus de charges. Tout le reste là, même les produits matières premières que cette zone utilise, vous avez vu comment ça, on leur procure ça. On va piller les pauvres paysans, on va les piller, on les tire dessus, même pratiquement, pour prendre leurs produits. Donc vous voyez, donc vous avez comprendre qu'on a mis un cadre légal pour mieux siphonner. Et c'est très organisé. Et l'argent qu'on siphonne, c'est-à-dire le surenrichissement, si je peux m'exprimer ainsi, le surenrichissement qu'on leur fait, ils utilisent ça encore pour réinvestir maintenant sous forme de prêt dans notre pays. Et nous, on sera là, on est tenu par ces trucs-là pendant 50 ans. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire 50 ans, je n'ai pas encore vérifié. Je croyais savoir que c'était quelque chose de 16 ans avant. Mais maintenant, ça veut dire qu'on a programmé quelque chose qui va nous fatiguer pendant 50 ans. Monsieur Kerline, s'il vous plaît. Laissez-moi. Je vais demander à Monsieur Jules. Monsieur Kerline, s'il vous plaît. Maintenant, je vais évoluer sur la question qui est aujourd'hui. Je vais demander à Monsieur Jules si c'est possible de faire des motions directement, histoire de répondre rapidement et que voilà, pour que je puisse descendre. Non, tu en as déjà assez pris. Parce que là, si on va d'intervenir tout à l'heure, c'est il faut faire un long débat avant que des motions pour 1 heure. S'il te plaît, laisse-moi finir. Alors, donc, je viens à ceci pour vous dire, pour revenir sur le sujet que nous avons à l'affiche, parce que c'était une parenthèse que j'étais allé faire vraiment. Et je crois que l'occasion refera le larron, nous allons revenir sur ça là. Et vous savez, le kidnapping, j'ai suivi l'élément de Kem Seba. Je ne dirais même pas mieux. Moi, à sa place, je ne dirais pas mieux. Mais voilà des gens qui sont sérieux parce qu'il a dit, dans leur gouvernance, quelqu'un ne s'occupe pas de futilité. Mais on est tellement sérieux que on a enlevé un soldat béninois, on en a battu, on n'a rien fait pour nous venger, pour venger nos soldats. Et nous avons encore des soldats vivants entre les mains de ces gens-là. Est-ce qu'ils sont encore vivants, est-ce qu'ils sont tués? On ne sait rien. Mais dans de pareils cas, nous savons ce que font les pays sérieux. Les pays vraiment sérieux, nous savons ce qu'ils font. Alors, on n'a pas cherché à entrer en contact avec ces gens, ces ravisseurs, pour sauver au moins la vie du soldat. On n'a pas cherché à organiser une contre-attaque pour libérer le soldat. On l'a abandonné à son sort. Là, on n'a pas de force. On n'a pas de force, on n'a pas les moyens. Ils viendront nous dire, vous voulez qu'on fasse quoi? Mais on trouve les moyens d'aller kidnapper des gens à l'international. On a trouvé le moyen d'être suffisamment rusé pour la pâter avec une invitation officielle et ensuite de le faire kidnapper. On a mobilisé un avion pour ça. Nous sommes face à un régime dangereux. Un régime dangereux aux méthodes de voyous. Je n'ai pas dit que le régime est voyou, je ne sais pas à moi de dire ça. Et à voir déjà leur mode opératoire, je suis en train de parler de la façon dont ils opèrent. Parce que vous voulez qu'on soit, on ne dise pas les choses comme ils sont. Moi-même, je vais essayer de contourner un peu et d'écrire, faire de la description. Au lieu d'appeler les choses par leur nom, je vais les décrire plutôt. C'est-à-dire que, au lieu d'appeler un chat, je vais dire non, qu'il s'agit d'un animal domestique qui marche à 4 pattes, comment vous appelez ça, et qui marche à 4 pattes et qui dit miaou. Donc voilà. Donc si je dis ça, ça ne sera plus un chat. Ça sera ce que vous voulez. Voilà des gens aux méthodes de voyous et qui sont tellement sérieux. Et ils sont si sérieux qu'ils ne peuvent pas s'occuper à nous répondre, à nous donner des comptes qu'ils font de la gestion de l'argent public, de nos vies, de notre avenir. Vous voyez? Mais ils sont sérieux pour aller enlever, tellement sérieux qu'ils peuvent aller enlever un journaliste qui a parlé quelque part. Et un journaliste qui, sur quoi dire une vérité qu'ils sont incapables de dire. Voilà ce en face de qui nous sommes. Vous voyez? Voilà ce en face de qui nous sommes. Et moi, je suis peiné
je suis peiné, je suis peiné de voir monsieur le guide et monsieur Gillot s'embourber, vous voyez, s'enliser, s'embrouiller, se débrouiller dans leur... Vous n'êtes pas obligé pour votre propre image, pour votre propre respectabilité, vous n'êtes pas obligé de défendre. Vous n'êtes pas obligé de défendre. Si vous ne connaissez pas quelque chose, taisez-vous, ne jouez pas aux avocats du diable. Vous prenez un sujet, vous avez juré que vous allez apporter des réponses conséquentes et on vous a suivi, vous êtes allé d'errance en errance pour finalement dire, pour vous trouver dans des choses que vous avez vous-même dit, je n'ai pas cette information, vous n'avez pas l'information, vous venez parler de quoi? Et c'est des choses comme ça, on est en train de vivre dans le pays. Quelqu'un vient, il a organisé son siphonnage. C'est eux-mêmes qui ont dit le mot, et c'est pas moi qui ai dit le mot siphonnage, c'est eux-mêmes qui ont dit ça. Il a organisé ça, et il a entouré ça de lois, des règles de jeu. Il a entouré ça tellement de génie que vous êtes en train de voir qu'on crée des emplois à la jeunesse. Non, ils n'ont pas créé d'emplois à la jeunesse. Ils sont en train d'instrumentaliser la jeunesse pour ramasser de l'argent. C'est-à-dire, au lieu de prendre 13 milliards directement, puisque c'est vous-même qui avez avancé le chiffre de 13 milliards, au lieu de prendre 13 milliards directement de caisse de l'État et se mettre dans les poches, on a dit non, on a mis devant une entreprise et on a mis des jeunes à qui on remet ces 13 milliards-là. On partage ces 13 milliards à ces jeunes-là. Mais alors que ces jeunes-là, c'est l'entreprise qui leur est redevable de ces 13 milliards-là. Donc finalement, au lieu que l'entreprise paye les 13 milliards, c'est l'État qui remet ça. Vous voyez? Et ça reste dans la poche de l'entreprise. Et quand ça reste dans la poche de l'entreprise, ça sort du pays, parce que c'est des étrangers. Et quand ça sort du pays, en fait, ils vont se retrouver là où on se retrouve là, et ça revient encore sous forme de... Je comprends maintenant pourquoi cette affaire de comment on appelle, emprunt obligataire là, je vois maintenant comment ça marche. Et ça roule vite. Donc, ça revient sous forme de blanchiment. Mais c'est qui allait. Oui. Oui, encore une minute, oui, on va pouvoir permettre aux autres aussi d'intervenir. Je crois avoir dit l'essentiel, je n'aurai pas le temps de tout dire, effectivement, aujourd'hui, comme je vous avais déjà dit ça. Oui, parce que on a allé dans d'autres sujets qui ne sont pas nécessairement à l'ordre du jour aujourd'hui. On va programmer d'autres lives pour ça. Oui, c'est l'effet de l'absence prolongée. Oui, c'est ça, je comprends bien. Ok, oui, avant de revenir, je vais permettre, il y a quelqu'un qui n'a pas pris la parole. Et Talon a sauvé le Bénin. Oui, ouvrez votre micro, vous pouvez prendre la